Bonsoir à tous. Depuis plus de 30 ans, j'ai la chance de travailler sur la littérature comme journaliste, vous l'avez dit, comme animateur de débat, comme directeur de festival, comme éditeur. J'ai la chance de lire des œuvres, de côtoyer des auteurs, de les interroger sur leur travail, des écrivains du monde francophone, essentiellement de l'Afrique, de la Caraïbe, mais aussi du monde entier. Un travail passionnant, privilégié, qui consiste essentiellement à partager des coups de cœur, encourager des découvertes, essayer de transmettre des enthousiasmes. C'est ce que je compte faire avec vous durant cette intervention en vous parlant de ces écrivains originaires de l'Asie orientale qui, au cours de ces dernières années, ont choisi d'écrire en français. Mais auparavant, je voudrais faire avec vous un rapide historique d'une bibliothèque française afin de mesurer l'évolution de son contenu jusqu'à l'arrivée de ces nouveaux venus. En effet, un grand lecteur en France, en 1900, qu'avait-il dans sa bibliothèque ? Je vais essayer de répondre à cette question et d'imaginer aussi 100 ans plus tard, c'est-à-dire en 2000, l'évolution de cette même bibliothèque. Ce sera l'occasion de constater que la langue française n'est plus l'usage exclusif des auteurs de France ou d'Europe, si l'on veut bien accepter d'inclure les auteurs de Belgique et de Suisse, mais que les anciens territoires colonisés et les actuels départements d'outre-mer fournissent désormais, eux aussi, une belle et riche littérature. L'occasion aussi de constater qu'après quelques pionniers, et singulièrement depuis quelques années, des auteurs venus du monde entier ont choisi d'écrire en français. Parmi ceux-ci, je m'attacherai à présenter les écrivains qui, ces dernières années, sont issus, ou leurs parents, du continent asiatique et ont choisi d'écrire en français. Le continent asiatique étant ici entendu dans sa partie la plus orientale, l'Inde, la Chine, le Japon, le Vietnam, le Cambodge ou la Corée. Un proverbe africain dit « Lorsqu'une chèvre est présente, il ne faut pas bêler à sa place ». J'ai donc conscience du risque que je prends en parlant ici de ces auteurs et je dois dès à présent préciser qu'il ne s'agit pas d'un panorama exhaustif, mais d'un choix, d'un regard, d'une lecture de quelques auteurs dont il m'a paru intéressant d'observer la destinée personnelle et de mesurer l'incidence de cette destinée sur le contenu de leurs œuvres. Car tous, qu'ils aient quitté ou non leur pays, qu'ils soient venus en France ou dans un autre pays francophone, enfants, adolescents ou adultes, ou qu'ils soient nés en France de parents issus du continent asiatique, tous ont évoqué dans leurs œuvres, écrites en français, le pays d'avant, le pays de leurs parents. Je tiens aussi à vous demander votre indulgence pour la prononciation au mieux laborieuse et sans doute fautive de bien des noms d'auteurs que je vais citer au cours de cette intervention. Mais revenons à la bibliothèque de notre lecteur ou lectrice en 1900 en France. On y trouve des Grecs et des Latins si ce lecteur a fait du grec et du latin. Des traductions, les incontournables Cervantes, Shakespeare, Dante, Goethe, quelques Russes, Gorky, Tolstoï, Pouchkine, Dostoïevski, quelques Anglais, Defoe et Robinson Crusoe, Dickens, Kipling, Walter Scott avec Ivanhoe, un Polonais, Sienkiewicz avec Quo Vadis, des Américains, Edgar Poe, Mark Twain, Melville et Moby Dick, et sans doute quelques grands textes anonymes, arabes, chinois, indiens ou japonais. Et quelques autres exceptions. Mais tout le reste des rayonnages sera peuplé de livres et d'auteurs français. Ainsi, à l'exception de ces quelques noms cités, l'essentiel de cette bibliothèque est écrit directement en français. L'univers de notre lecteur ou de notre lectrice est français, au mieux européen. Qu'en est-il quelques 100 ans plus tard, en l'an 2000 ? On traduit davantage et sans commune mesure, passant de très peu à beaucoup. On traduit plus vite, les dates des copyrights en attestent. On traduit mieux, on fait appel à des traducteurs professionnels et non plus à des écrivains qui certes amenaient leur talent, mais n'étaient pas tous des traducteurs. Je pense aux écrivains Baudelaire, Nerval ou Gide qui se sont essayés à la traduction. La traduction a amené le monde dans nos bibliothèques et aucun grand lecteur aujourd'hui en France ne saurait ignorer Garcia Marquez et Faulkner, Nabokov, Borges, Lori, Paquin, Kawabata, Mishima, Oe, Murakami. La géographie littéraire de notre lecteur, c'est-à-dire la nôtre, s'est considérablement
élargi. Le monde entier est entré dans nos lectures et il est peu de territoires du monde sur lesquels nous ne pouvons trouver des livres de fiction. Au sein de cette bibliothèque, qu'en est-il de l'évolution des livres écrits en français ? Longtemps, un livre écrit en français était un livre écrit par un auteur né en France métropolitaine. Aujourd'hui, si la proportion des écrits en français est moindre du fait de l'accroissement considérable de la traduction, il convient aussi de constater que les auteurs français, européens si l'on tient compte des Belges et des Suisses, ne sont plus les seuls utilisateurs de la langue française. Les ex-territoires colonisés d'hier et les départements d'outre-mer d'aujourd'hui ont, dans un premier temps, enrichi notre univers. Le Proche et le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne et le Maghreb, la Caraïbe, l'océan Indien, le Québec et quelques autres territoires nord-américains. Tous ces écrivains qui, à des titres divers et sous des formes diverses, comme le disait l'écrivain algérien Kateb Yassine, ont choisi, je cite, d'écrire en français pour dire aux Français qu'ils n'étaient pas français. Pour donner à voir leur terre, pour ne plus être photographiés, mais pour être les photographes de leur histoire et de leur géographie. Ainsi, des écrivains majeurs se sont emparés de, je cite Senghor, cet outil merveilleux trouvé dans les décombres de la décolonisation. Ils l'ont matiné, métissé, greffé de leurs mots, de leur culture et de leur talent. L'Ivoirien Kourouma et son Malinké, le Congolais Sonny Laboutansi et son Lingala, le Malien Amadou Ampateba et son Peul, l'Algérien Kateb Yassine ou Mohamed Dib, le Marocain Shraibi avec l'Arabe et le Berbère, le Libanais Malouf, les Antillais Césaire Glissant ou Chamoiseau avec le créole. À titre d'exemple, les écrivains invités à ce congrès, le Guinéen Tierno Menenambo, la Vietnamienne Kim Thuy, ont pu nous dire la place, la présence ou l'absence de la langue peul ou de la langue vietnamienne dans leurs œuvres. Aux côtés de ces écrivains issus de ces zones historiquement francophones ou partiellement francophones, d'autres écrivains venus d'ailleurs ont eux aussi apporté en français les réalités et les imaginaires de leur pays et peut-être surtout une manière originale et novatrice d'utiliser la langue française et de l'irriguer de leur culture. Il suffit de citer là les immenses pionniers que furent Beckett ou Ionesco. Sans leur apport, le théâtre français du XXe siècle ne serait pas le même. Ces auteurs et d'autres venaient essentiellement d'Europe. Aujourd'hui, durant ces 2 dernières décennies, ce sont d'autres lieux, parfois plus lointains, qui ont enrichi le rayon francophone de nos bibliothèques, au sein desquels on peut trouver des écrivains venus de l'Argentine, Hector Bianchiotti, hier, aujourd'hui Laura Alcoba, d'Afghanistan, Atik Raimi et son prix Goncourt en l'an 2000, d'Iran, Marjane Satrapi, d'Arabie Saoudite ou de Libye, de Grèce ou de Pologne, ou de l'ex-Yougoslavie avec Velibor Čolić. De par le monde, la littérature, l'art d'une façon générale, est très largement redevable aux migrants, émigrants, déplacés, exilés de tous les temps et de tous les lieux, certaines régions ayant été en ce triste domaine plus généreuses que d'autres. Souvent, les guerres, les dictatures et les oppressions de toute nature ont été les complices de leur venue à la langue française, parfois de leur venue à l'écriture. Elles ont contraint les écrivains ou leurs parents à connaître l'exil. Ils ont alors choisi des terres francophones, la France, mais aussi la Belgique, la Suisse ou le Québec, pour s'y réfugier. Et nombre d'entre eux ont choisi de s'exprimer, de le faire en français, dès leur premier livre, ou plus tard pour certains. Parmi ces écrivains venus de loin, vers la langue française, la communauté asiatique a fourni son lot de talents. Quels sont donc ces livres écrits en français par des écrivains originaires d'Asie ? Je vous propose d'observer quelques trajectoires d'écriture issues de la part orientale de ce continent, en choisissant de ne retenir que des écrivains de fiction, de romans et de récits principalement. Tous les écrivains que je vais à présent citer ont, par leur naissance, par leur famille, une origine asiatique. Ils viennent, ou leur famille, des pays ex-colonisés, Vietnam, Cambodge. Ils ont une filiation qui appartient désormais à l'histoire, au passé, qui n'a plus guère de traces littéraires sur place. Ils viennent, ou leur famille, d'autres pays qui n'avaient pas de lien historique récent avec la langue française, l'Inde, la Chine, la Corée, le Japon. Tous écrivent en français, pour certains ils n'ont pas eu d'autre choix. Ils sont souvent publiés par de grands éditeurs français, belges ou suisses, ou québécois, parfois dans des collections de poche. Certains ont obtenu des prix littéraires prestigieux, prix Femina, prix Goncourt des lycéens, prix Albert Londres pour une journaliste, et l'un d'entre eux est à l'Académie française. Tous évoquent le pays quitté par eux-mêmes ou par leurs parents.
Par quel chemin sont-ils venus à la langue française? À chaque écrivain, sa route. Et si pour certains, celle-ci fut l'objet d'un choix, pour d'autres, ils ont suivi un destin emprunté par leurs parents ou ont été emportés par les fièvres et les tumultes de l'histoire. Il y a ceux qui sont nés en Asie et qui y sont demeurés. Il s'agit là d'une très ancienne génération, vietnamienne en particulier. L'archétype pourrait être une Nguyen Cac Vienne, l'écrivain et traducteur qui a réuni une anthologie de la littérature vietnamienne en français, qui a toujours vécu au Vietnam, à l'exception de ses années d'études, et qui a conçu l'ensemble de son œuvre dans son pays. Il y a ceux qui sont nés dans une famille mixte. Linda Lê, née d'un père vietnamien et d'une mère française, est venue en France à l'âge de 14 ans. Kim Lefebvre, d'une mère vietnamienne, d'un père français, comme son nom en atteste. Elisa Chua Dussapin, mère coréenne, père française. Ce métissage génétique a donné lieu à un métissage littéraire, du moins dans sa langue et dans son inspiration. Il y a ceux, et c'est l'immense majorité, qui ont quitté, qui ont fui le pays. Ceux qui ont quitté très jeunes, en suivant l'exil de leurs parents. Anna Moy, venue en France à l'âge de 17 ans. Tran Anh Dung, le cinéaste, auteur de 2 films remarqués, Cyclo et L'odeur de la papaye verte. Il est né en 62, il est venu en France à l'âge de 13 ans. Kim Do-han, qui est né à Saigon en 1967, venu à l'âge de 10 ans. Et Kim Thuy, qui est avec nous à ce congrès, né en 68, parti avec les Boat People, avec sa famille, à l'âge de 10 ans. Kim Thuy qui dit à propos de la langue française « J'aime beaucoup les mots, le français est la langue avec laquelle je suis devenu adulte, c'est ma 2e langue maternelle, je la sens, elle m'habite. » Il y a ceux qui ont quitté adultes vers la France, le Québec, le Canada. François Cheng, le grand pionnier, aujourd'hui académicien, né en 1929, est venu en France et il y est resté à partir de 1949. Dai Sijie, né en 1954, venu en France en 1984. Ying Chen, parti au Québec à l'âge de 28 ans. Ou Yading, naturalisé français à l'âge de 35 ans. Il y a ceux qui ont quitté aussi le Cambodge, le réalisateur Ritipan, né en 64, venu en France en 80. Il y a celles en l'occurrence, qui sont nés hors d'Asie. Minh Tran Nguyen, qui est née à Clamart, de parents vietnamiens, tout comme Do Han Bui, qui est née, elle, au Mans, tout aussi de parents vietnamiens. Elles sont donc françaises, pur produit de l'école française. On peut leur adjoindre le cas d'Elisa Chua Dussapin, qui est née en Corrèze, qui vit aujourd'hui en Suisse, qui est d'une mère coréenne et d'un père français. Enfin, il y a des choix plus personnels. Celui de Ok Chung, qui est né au Japon, de parents coréens et qui a fait ses études à Montréal et qui est resté. Voilà ce qu'il dit de la langue française. Le français est ma langue d'adoption, mais n'est-il pas plus juste de dire que c'est elle qui m'a adopté, comme des parents adoptent un orphelin sans son consentement? Si j'écris en français, ce n'est pas tant parce que je trouve la langue française belle que parce que j'ai quelque chose à dire. Et paradoxalement, ce que j'ai à dire est ma condition d'exilé. Je parle, je pense, j'existe dans une langue accidentelle, et si je suis devenu écrivain, c'est encore par accident. Le métier de conteur est l'héritage que j'ai reçu de ma condition d'être en exil. Il y a aussi le choix de sa compatriote Jack Kang, qui a fait des études de langue française en Corée avant de les poursuivre en France, d'y demeurer, d'y écrire en français, et un itinéraire qu'elle a raconté dans son dernier livre qui s'intitule « L'étrangère ». Il y a celui de Shan Sa, né en Chine en 1972, venu en France en 1990, au moment des événements de la place Tiananmen, afin d'y poursuivre ses études. Elle y est demeurée, elle est même devenue la secrétaire du peintre Balthus, et elle écrit ses romans en français. Il y a le cas de Shumona Shina, née en Inde, à Calcutta, en 1973. Elle est venue en France en 2001, par amour du pays et par amour de ses poètes. Enfin, il y a les choix très singuliers de 3 écrivains japonais. Celui d'Aki Shimazaki, né en 1954 au Japon, émigré au Canada anglophone, à Vancouver et Toronto. En 1981, elle a donc 27 ans, elle décide d'apprendre le français et d'écrire son œuvre en français. Il y a celui de Ryoko Sekiguchi, né au Japon en 1970, venu à Paris en 1997 et qui a écrit son œuvre en prose, en français, à partir de 2003. Enfin, il y a celui d'Akira Mizubayashi, qui a choisi d'écrire en français tout en demeurant au Japon, où il enseigne la langue et la littérature,
un choix qu'il raconte et explique dans Une langue venue d'ailleurs et dans Petit éloge de l'errance. Je le cite. « Comment se fait-il que tu n'aies pas d'accent ?» lui demande-t-on. Oui, j'ai vécu un peu plus de 2 ans à Montpellier, c'est là que j'ai dû l'attraper. Le japonais n'est pas une langue que j'ai choisie. Le français, si. Heureusement, on peut choisir sa langue ou ses langues. Le français est la langue dans laquelle j'ai décidé un jour de me plonger. J'ai adhéré à cette langue, elle m'a adopté. C'est une question d'amour, je l'aime et elle m'aime, si j'ose dire. On me l'a dit souvent que je n'avais pas d'accent. C'est troublant que tu parles comme ça, sans accent. On m'a souvent pris pour un Vietnamien né en France ou un Chinois issu de l'immigration, grandi en France. Chaque fois, j'ai dû expliquer et préciser. Je suis un pur produit japonais. Un jour, mon père m'a montré un petit arbre généalogique qui remontait au moins à 4 ou 5 générations. Pas un seul étranger apparemment, personne qui ne soit venu d'ailleurs. J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 19 ans, à l'université. Le français, c'était purement et simplement une langue étrangère, totalement étrangère au départ. Ma vie se divise en 2 portions de durée inégale. Mes 18 premières années, monolinguistiques, même si j'ai appris l'anglais au collège et au lycée, l'anglais chez moi a toujours gardé le statut de langue étrangère, c'est-à-dire extérieure à moi. La suite de mon existence, de la 19e année à aujourd'hui, placée sous la double appartenance du japonais et du français. L'un a surgi en moi, il s'est ensemencé au fond de moi, d'une certaine manière il était toujours déjà là. Il est, si j'ose dire, de constitution verticale. L'autre, c'est la langue vers laquelle j'ai cheminé avec patience et impatience tout à la fois. Je me suis déplacé vers elle, c'est elle que je suis allé recueillir, tandis qu'elle m'a recueilli en elle. Elle m'est venue de loin, avec un retard considérable de 18 ans. Elle est de nature horizontale, d'une étendue immense, qui conserve toujours des recoins inexplorés, des vides à remplir, des espaces à conquérir. Enfin, il y a le cas peut-être le plus étonnant de ces écrivains, celui de la chinoise Weiwei, qui, durant la révolution culturelle, a été, comme d'autres intellectuels, reléguée aux travaux des champs, avant d'être ramenée en ville et de poursuivre ses études en langue française, afin de devenir interprète pour les médecins chinois envoyés en Afrique francophone. On peut donc à son propos dire et formuler ce surprenant paradoxe, Weiwei a été condamnée à apprendre le français. Elle est ensuite venue en France en 87, à 30 ans, avant d'aller vivre à Manchester. C'est en Europe qu'elle a écrit ses livres, en français. Pour tous ces écrivains, la langue française a été découverte, apprise, selon les trajectoires, au sein de la famille, dans le cadre de l'école, et bien sûr par la pratique quotidienne. Pour ce dernier chemin, c'est le bain linguistique qui a engagé les écrivains à devenir francographes et à mettre ainsi en accord l'écrit de la création avec l'oral de la vie quotidienne. Quelles thématiques ont été abordées par ces auteurs ? L'autobiographie, plus ou moins explicite, elle domine. Souvenirs d'enfance, du pays d'avant, souvenirs amplifiés, déformés par la distance et par le temps, pays fantasmés, idéalisés, les parents, les amours délaissés. Il y a aussi l'évocation d'un passé parfois trouble, opaque, peuplé de silence et de non-dits sur les périodes lourdes et difficiles, les drames personnels conjugués aux drames collectifs. Il y a les violences subies par le pays, par les écrivains ou par leurs parents. Le livre prend soudain des valeurs de témoignage. Il y a ceux qui témoignent de la révolution culturelle chinoise, la relégation, les camps de travail, Weiwei, je viens d'en parler, Yading dans Le Sorgho rouge, Dai Siji, Balzac et la petite tailleuse chinoise. La guerre du Vietnam est évoquée, avec ses suites, les Boat People, l'exil. Il y a évidemment le génocide khmer, Ritipan, ses films et ses livres. Les artistes du théâtre brûlé, S21, la machine de mort Khmer Rouge, l'image manquante, ou encore l'élimination. Il y a l'histoire de la guerre sino-japonaise, Shansan l'évoque dans La joueuse de Go. Hiroshima, Nagasaki, évoqué par Aki Shimazaki. La catastrophe de Fukushima, plus récemment, Ryeko l'évoque à partir de Paris dans Ce n'est pas un hasard. Il y a aussi le voyage vers la langue française, sa découverte, son apprentissage, ses difficultés, les souvenirs d'école, les souvenirs des maîtres, des professeurs. La découverte d'un pays nouveau, la France ou le Canada ou la Suisse. Il y a l'exil comme thématique, les difficultés à s'adapter, à s'intégrer, les douleurs, l'exclusion. Kim Thuy, dans Vie, évoque la trajectoire d'une exilée, la décadence d'une famille aisée et son éclatement. Le fait d'être étranger, ou du moins perçu comme un étranger,
avec un racisme parfois latent et parfois exprimé. Mal connaître le pays d'avant, ou ne plus le reconnaître. La complexité d'une identité multiple. Ok Chung en témoigne dans le jeu de mots de son titre. Il intitule un recueil de nouvelles « Nouvelles orientales désorientées ». Enfin, il y a ceux qui sont entre deux cultures. Doan Bui, Minh Tran Nui, je l'ai dit tout à l'heure, elles sont nées en France. Voilà ce que dit Doan Bui. Nous sommes, mon frère, mes sœurs et moi, des enfants bananes, jaunes à l'extérieur et blancs à l'intérieur. Tous nés en France, des purs produits de la République française. Nous ne parlons pas la langue de nos parents. J'ai tout oublié du vietnamien, ma langue maternelle, celle dans laquelle j'ai appris mes premiers mots. Quand je suis arrivé à l'école maternelle, je ne parlais quasiment pas français. Dans ma courte vie, je n'avais vu que des Vietnamiens. Les visages de mes camarades me semblaient bizarres, avec leurs grands yeux clairs et leurs cheveux blonds. Les enfants se tenaient tous la main, en ronde. La maîtresse me demanda de chanter une chanson. J'aurais voulu entonner l'hymne du Vietnam du Sud que m'apprenait ma grand-mère, mais il fallait chanter « Frère Jacques ». Je ne connaissais pas Frère Jacques. J'entonnais des bribes de la seule chanson en français que mes parents m'avaient apprise, celle d'un album de Brassens, quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat. Voyage au pays des parents, le retour, mais qui n'en est pas un, Shumonashina qui retourne à Calcutta à l'occasion de l'incinération de son père, Minh Tran Nui qui, avec la princesse et le pêcheur, va dans un pays qu'elle ne connaît pas, où elle est perçue comme une étrangère. On dit qu'elle est une Viet-Kieu, c'est-à-dire une Vietnamienne de l'extérieur, de la diaspora. Dans son roman, Kim Do-han, L'arrivée, évoque le retour d'un père proche de la mort, qui vient retrouver l'enfant qu'il avait abandonné après la mort de sa femme lors de l'accouchement. Et Kim Thuy, qui est avec nous à ce congrès et qui est exilé vers le Canada, dit ceci à propos de son arrivée au pays, de son arrivée sur la terre canadienne et américaine plus largement. Une fois obtenu, le rêve américain ne nous quitte plus, comme une greffe, une excroissance. La première fois que je suis allé avec mes talons hauts, ma jupe droite et mon porte-documents dans un restaurant-école pour enfants défavorisés à Hanoï, le jeune serveur de ma table n'a pas compris pourquoi je lui parlais vietnamien. Je croyais au début qu'il ne saisissait pas mon accent du Sud, mais à la fin du repas, il m'a dit candidement que j'étais trop grosse pour être une vietnamienne. J'ai traduit cette remarque à mes patrons, qui en rient encore aujourd'hui. J'ai compris plus tard qu'ils ne parlaient pas de mes 45 kilos, mais de ce rêve américain qui m'avait épaissi, empâté, alourdi. Ce rêve américain a donné de l'assurance à ma voix, de la détermination à mes gestes, de la précision à mes désirs, de la vitesse à ma démarche, de la force à mon regard. Ce rêve américain m'a fait croire que je pouvais tout avoir, que je pouvais me déplacer en voiture avec chauffeur et en même temps mesurer le poids des courges transportées sur une bicyclette, que je pouvais danser au même rythme que les filles qui se déhanchaient au bar pour étourdir les hommes au portefeuille bien garni, que je pouvais vivre dans ma grande villa d'expatriés et accompagner les enfants aux pieds nus jusqu'à leur école installée directement sur le trottoir. Mais ce jeune serveur m'a rappelé que je ne pouvais pas tout avoir, que je n'avais plus le droit de me proclamer vietnamienne parce que j'avais perdu leur fragilité, leur incertitude, leur peur, et il avait raison de me reprendre. La rencontre au pays, elle peut se faire, comme l'a décrit Elisa Chua du Sapin, dans un hiver à Sokcho. C'est l'histoire d'un bédéiste normand qui se rend en Corée et qui rencontre une jeune franco-coréenne, et ils échangent sur les impressions mutuelles qu'ils peuvent partager avec ce pays. Il y a évidemment le choc des cultures, les différences entre les langues, ce qui peut être dit et ce qui demeure indicible, la problématique du comment dire, les écarts linguistiques, culturels entre les langues. Je vous cite un extrait de Weiwei. Le français comporte seulement des termes généraux pour désigner frère, sœur, oncle, tante, cousin, cousine, mais pas de termes spécifiques pour dire comme nous en chinois, j'ai, frère aîné, di, frère cadet, ji, je prononce sans doute très mal, sœur aînée, mei, sœur cadette, bo, oncle qui est le frère aîné du père, chou, oncle qui est le frère cadet du père, jiu, oncle qui est le frère de la mère, gu, tante qui est la sœur du père, yi, tante qui est la sœur de la mère, tanji,
cousin du côté paternel plus âgé que moi, Biodai, cousin du côté maternel plus jeune que moi, etc., etc. Dépourvu d'un langage similaire en français, je perds d'un coup tous mes repères. Comment comprendre et traduire par exemple une phrase aussi simple que celle-ci, « La sœur de Jean est arrivée à 7 heures du soir », quand rien ne me permet de savoir si elle est plus âgée ou plus jeune que Jean. Le chinois possède des termes pour sœur aînée ou sœur cadette, mais pas de terme général pour sœur. Si je mettais en chinois « La sœur aînée ou sœur cadette de Jean est arrivée à 7 heures du soir », ça n'aurait pas de sens. De même, si on me donne à traduire en français une phrase composée de 5 caractères chinois, Wo, Bu, Mu, Shi, Le, devrais-je mettre « Ma tante, qui est la femme de mon oncle, qui est le frère aîné de mon père, est morte » pour être fidèle au texte chinois original et éliminer par là toute confusion possible, ou « La femme du frère aîné de mon père est morte » pour que la traduction soit moins lourde et plus compréhensible, ou tout simplement « La femme de mon oncle est morte ». Donc problème de traduction et problème d'écart entre les langues. Il y a aussi les auteurs qui souhaitent établir une distance entre le pays quitté et leur écriture. Ils sont assez rares. Mais par exemple, Yading s'y est essayé en créant des romans policiers ou en créant des romans de type fantastique. C'est le cas aussi de Linda Lê, la vietnamienne, qui a créé des monstres, des fantômes, des forces obscures et qui les fait se mouvoir dans un pays qui n'est pas nommé. Au demeurant, il y a très peu parmi ces auteurs d'auteurs qui n'expriment pas le pays quitté. Comment et par quel biais s'exprime la présence du pays ? Dans les titres. Parfois, ce sont des indicateurs, des indices de l'origine. Est-ce le choix de l'auteur ou le choix de l'éditeur ? Je ne le sais pas. En tous les cas, il y a la volonté d'inscrire l'auteur dans une géographie attractive, peut-être exotique, pour le lecteur européen. Par exemple, tous les titres de Kim Thuy, ces 3 titres, Rue, Man et Vie, appartiennent au vocabulaire vietnamien. Tous les titres, les 13 titres d'Aki Shimazaki, se passent au Japon, dans un univers exclusivement japonais, nulle trace d'exil, et tous portent des noms japonais. Tsubaki, camélia, Amagori, coquillage, palourde, je crois. Otaru, luciole, Zakaru, grenadier, tombeau, libellule. Seul le mot japonais figure sur la couverture. Les titres à la géographie immédiatement identifiable. Lettres chinoises de Yixen, Balzac et la petite tailleuse chinoise d'Ai Siji, Calcutta, Shumonashina, les eaux mortes du Mékong, Kim Lefebvre. Ceux qui sont moins immédiats mais néanmoins typés, Riz noir, l'écho des rizières, Parfum de pagode pour Anna Moy, la joueuse de Go, Shansa, le bonze et la femme transie, Zhang Kan, à l'orient de tout, François Cheng. D'autres choisissent la distance, l'universalité, Yingchen, la chinoise émigrée au Canada, immobile, l'ingratitude, ou encore la vietnamienne Do Han Bui, le silence de mon père. Et il n'est pas dit que le père était vietnamien. Ou, plus ambigu, le titre de Ryoko Sekiguchi, Ce n'est pas un hasard, mais sous-titré Chronique japonaise. Il y a la présence, évidemment, dans la langue du pays quitté, dans le texte lui-même, dans les prénoms et les noms des personnages, dans les noms des lieux, dans la présence du vocabulaire spécialisé, en particulier la botanique, la gastronomie. Dans le dernier livre de Kim Thuy, l'éditeur a fait figurer non seulement un glossaire, mais un appendice avec quelques recettes de cuisine. Outre la langue, quels sont aussi les liens avec le pays quitté ? Il y a cette langue perdue qu'évoque Do Han Bui, mais aussi la langue conservée, préservée, écrite, entretenue, parfois non sans contrainte. Il y a les auteurs qui écrivent dans les 2 langues. François Cheng, qui continue d'écrire en chinois et qui écrit en français. Dong Qiang, qui a écrit un recueil de calligraphie dans les 2 langues. Le livre s'intitule « L'autre main ». Shumonashina, qui écrit de la poésie en bengali et qui écrit ses romans en français. De même, Ryoko Sekiguchi, qui écrit ses poèmes en japonais et ses romans en français. Il y a ceux qui pratiquent bien sûr la traduction. François Cheng, qui a consacré une large part de sa vie à traduire Victor Hugo, Henri Michaud ou René Char. Yading, qui a traduit Baudelaire, Camus et Sartre. Shumonashina, qui traduit les poètes bengalis en français. Ryoko Sekiguchi, une fois encore, traductrice dans l'une et l'autre langue. Elle traduit pour le Japon et pour le japonais Patrick Chamoiseau, Jean Echenoz, Zeina Abiracheb. Elles seront,
je crois, très prochainement au Japon ensemble, et elle traduit également Atiq Rahimi. Ou Kim Lefebvre, qui elle traduit vers le français des auteurs comme Duong Tuong. Enfin, il y a ceux qui ont fait un travail universitaire entre les deux langues. Jacques Kang, le coréen, a comparé dans ses travaux universitaires André Breton et Ying Sang, celui que l'on appelle le Rimbaud coréen. Il y a ceux qui souhaitent transmettre le patrimoine, Minh Tra Nguyen, dans un livre intitulé « Le lac né en une nuit et autres légendes du Vietnam ». Krishna Madhavan, l'Indien de Pondichéry, qui a écrit cette pièce de théâtre « La malédiction des femmes », qui est une relecture théâtrale du Mahabharata. L'importance de la cuisine, de la gastronomie, le moyen de garder le contact, la trace du pays quitté, du pays d'avant, les senteurs, les saveurs, le rite du repas, vecteur de culture révélateur et métaphore. Je précise que Ryoko Sekiguchi est aussi, par exemple, critique gastronomique. Et elle a écrit des livres sur le goût. L'un s'intitule L'Astringent, l'autre s'intitule Fade. Enfin, le dernier, Le Club des gourmets et autres cuisines japonaises. Recueil de 10 nouvelles consacrées à la gastronomie japonaise par 10 écrivains japonais. En conclusion, je souhaiterais évoquer les raisons qui ont conduit les écrivains vers l'écriture. Quelles ont été les raisons profondes, les motivations de l'écriture? Les écrivains ont sans doute souhaité dire le pays, le donner à voir aux autres. Ils ont souhaité également garder un lien, marquer une filiation, non sans parfois une certaine nostalgie. Pour certains d'entre eux, cette évocation d'un pays peu ou mal connu, d'un pays découvert à travers le regard prisme déformant des parents, est un moyen de témoigner, parfois de rendre hommage à ses parents, à ce pays. Peut-être même pour certains s'agit-il d'une sorte de dette envers le pays et ses habitants quittés. Ces écrivains s'expriment pour beaucoup loin de la terre évoquée, une distance tout à la fois géographique et temporelle. Ils écrivent de Paris, de Montréal, de Vancouver, d'Angleterre ou de Suisse. Ils écrivent dans un temps qui les éloigne toujours davantage du pays. Ils sont dans ce paradoxe de la distance qui éloigne et de la distance qui permet de mieux voir. Ils sont dans ce paradoxe du temps qui éloigne et dissipe les souvenirs et qui permet aussi peut-être de regarder avec plus de lucidité. Ils ont un regard enrichi par les découvertes accumulées dans le pays d'accueil. Ils sont riches d'une autre culture, mais aussi peut-être victimes d'un autre prisme déformant. Qu'importe, du moins égoïstement pour nous, ils ont en commun d'avoir su dépasser, sans doute en grande partie grâce à l'écriture, les douleurs endurées, par eux-mêmes ou par leurs proches. Ils ont eu l'audace et la bonne idée de choisir la fiction, de l'écrire en français, de choisir l'évasion romanesque pour nous donner à voir, entendre, sentir et ressentir leurs émotions. Ils ont su nous donner, c'est mon cas et je vous le souhaite, le plaisir de quelques belles heures de lecture. Je vous remercie.